Salut tout le monde, je vous propose un petit jeu questions-réponses pour en apprendre plus sur la faune sauvage. Aujourd'hui on va parler mammifères avec 4 espèces, le renard, le chevreuil, le blaireau et le cerf. À chaque fois je vous laisserai 5 secondes mais n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Il y aura 5 questions par animal avec plein d'informations intéressantes. Et on commence tout de suite par le renard roux. Quel est le nom latin du renard roux? Canis renaris, Vulpes vulpes, Vulpes redis ou Canis rougis? Donc le nom latin du renard roux, c'est Vulpes vulpes. C'est un dérivé du mot volpes que Varron explique dans la locution suivante: Volpes quod volat pedibus. Volpes parce qu'il vole avec ses pieds. Deuxième question. On dit que le chien miaule, mais le renard, belle, henni, glapi ou feule? Le cri du renard est souvent décrit comme un aboiement strident et aigu, parfois comparé à un hurlement. On dit dans ce cas-là que le renard glapit. Cette caractéristique sonore, unique, a alimenté de nombreuses légendes. Toutefois, malgré sa notoriété, le cri du renard demeure parfois mal compris et sa signification peut varier totalement en fonction du contexte et des circonstances. Combien existe-t-il d'espèces de renards? Une seule? 6, 9 ou 12? Il existe dans le monde 12 espèces de renards. Vulpes bengalensis, le renard du Bengale. Vulpes cana, le renard de Blanfort. Vulpes chama, le renard du Cap. Vulpes corsac, renard corsac. Vulpes ferrilata, le renard du Tibet. Vulpes lagopus, le renard polaire. Vulpes macrotis, le renard nain. Vulpes pallida, le renard pâle. Vulpes ruepeli, le renard de Rupel. Vulpes velox, le renard véloce. Vulpes vulpes, c'est le nôtre, le renard roux, et Vulpes zerda, le fennec. Heureusement qu'il y en a 12, s'il y en avait eu 56, on les aurait pas passés tous en revue comme ça. J'espère que vous avez pu admirer chacun de ces renards, ils sont tous magnifiques et tellement intéressants individuellement. Troisième question, quand ont lieu les naissances chez le renard roux? De janvier à février, de mars à mai, de juin à août ou de août à septembre? Vous noterez le jeu d'acteur. Chez le renard roux, les naissances ont lieu de mars à mai, après 51 à 53 jours de gestation. La naissance, elle se fait au terrier, et dès qu'ils sont nés, la mère va les lécher chacun leur tour, jusqu'à ce qu'ils fassent un petit cri. En moyenne, la mise bas comporte de 4 à 6 renardeaux, mais malheureusement, tous ne vont pas survivre. Ensuite, la mère, elle reste constamment avec eux pendant 2 semaines. Elle sort pas du terrier. C'est le mâle qui fait des allers-retours pour apporter la nourriture. Par contre, attention, il n'a pas le droit de rentrer dans le terrier. Il laisse ses proies à l'entrée et c'est la mère qui viendra chercher la nourriture au pas de la porte. Et au bout de 3 semaines, les renardeaux vont commencer à sortir pour jouer et s'amuser. Et ensuite, toute la famille déménage pour l'été, souvent pour se rapprocher des champs où le mulottage est plus facile. Ensuite, la dispersion s'effectue au moment de l'automne et les jeunes atteignent la maturité sexuelle au bout d'une dizaine de mois, parfait pour la période de reproduction qui va de janvier à février. Depuis tout à l'heure on parle renard, mais le nom de renard, ça vient d'où? De l'allemand Reinhard, du roman de renard, d'un dérivé de roublard ou de la couleur roux. Au Moyen-Âge, le renard s'appelait goupil et il a changé suite au roman de renard. Le roman de renard, c'est un ensemble médiéval de récits animaliers écrits en français et en vers. Il est divisé en plusieurs branches et le personnage principal est un goupil qui s'appelle Renard. Renard avec un T. Il y est d'ailleurs surnommé le maître des ruses. Ça vous rappelle rien? Être rusé comme un renard? Mettez-moi en commentaire toutes les petites références comme ça que vous avez par rapport au renard. Ça va m'en permettre d'en découvrir de nouvelles, j'en suis sûr. Voilà pour les 5 questions du renard. Passons maintenant au chevreuil. Comment s'appelle la zone de poil blanc au niveau des fesses du chevreuil? Alors attention, il y a 2 appellations possibles, rose ou miroir, cœur ou tulipe, trèfle et pelle, ou pothos et ardoise. On appelle cette petite tache le miroir ou la rose. Elle est vraiment blanche en hiver et elle tend vers le jaune en été. Chez la femelle, elle a une forme de cœur et chez le mâle, elle est un peu plus tassée, on dirait un haricot ou un rein. Oui, parce que tout le monde sait à quoi ressemble un rein. Alors, il n'est pas toujours visible et surtout, il constitue un signal d'alerte. Dès qu'un chevreuil va être inquiet ou qu'il va être mis en alerte, ce miroir il va se hérisser et doubler de superficie. Ça permet de donner un signal optique à tous les chevreuils qui sont derrière et les avertir d'un danger potentiel. Donc tous vont également hérisser leur miroir pour passer le message tout en se tenant prêts à fuir. Par contre,
J'ai aucune idée de l'origine du nom miroir ou rose. Donc si vous avez l'info, n'hésitez pas à me la donner en commentaire, ça m'intéresse énormément. En parlant de mots et de dénominations, comment s'appelle le petit du chevreuil? Le chevrillon, le chevreau, le chevreuil ou le faon? Donc le jeune chevreuil, il s'appelle le faon, jusqu'à ses 6 mois. Et ensuite, on parle de chevrillard, de 6 mois à 12 mois. Ensuite, lorsqu'il est âgé d'1 an, 1 an et demi, le jeune mâle est appelé le brocard. Mais ses bois ne sont pas encore ramifiés. C'est un terme issu du normand picard, broc, qui signifie dague. On entend parfois le terme de daguer, mais on y reviendra plus tard. Et une fois qu'il porte des bois, on l'appelle le chevreuil. Mais attention, il perd ses bois en automne. La femelle, quant à elle, on l'appelle la chevrette. Et une mamie chevrette, on l'appelle la bréhaigne. Je trouve ça super intéressant, tous les noms qu'on donne aux animaux, à leurs petits. J'ai découvert il y a un moment déjà le podcast Nomen, petit frère de Baleine sous gravillon, qui explique l'étymologie des mots. Je vous mets le lien en commentaire. C'est un truc extraordinaire de richesse si tu aimes la langue française. En attendant, revenons-en à nos chevreuils. Quelle est l'espérance de vie des chevreuils? Donc le chevreuil peut vivre une quinzaine d'années, jusqu'à 20 ans dans des conditions optimales. Mais dans la réalité, l'espérance de vie des chevreuils se situe plus entre 8 et 10 ans. Déjà, la mortalité des faons, elle peut monter jusqu'à 90%. On y retrouve forcément les morts naturelles, notamment la famine en hiver et les affections respiratoires courantes, sans compter la prédation naturelle. Mais surtout, on y retrouve les morts dues aux machines agricoles, les faucheuses et moissonneuses, car les chevrettes cachent leurs petits dans les champs pour les cacher des prédateurs. Il y a énormément d'associations qui luttent face à ça. Encore une fois, je vous mets plusieurs liens dans la description. Et en grandissant, les chevreuils vont également être confrontés à la chasse et aux accidents de voiture, l'un entraînant parfois l'autre, qui sert d'excuse au premier. Enfin bref, dans les régions où le lynx est présent, la prédation est aussi un point important. Un lynx va se nourrir d'à peu près un chevreuil par semaine. Donc en France, il y a 200 lynx, ça fait à peu près en tout 10 000 chevreuils qui servent de nourriture aux lynx. En comparaison, en France, l'homme chasse 600 000 chevreuils par an. Et il n'y a pas beaucoup de chevreuils au supermarché. Alors, nouvelle question, celle-là je pense que vous l'avez pas vu venir. Comment s'appellent les crottes du chevreuil? Les fumées, la moquette? Oui, c'est toi qui as fait la moquette, hein? Ah, les houstes. Les crottins ou les pétoulettes? On les appelle moquettes. Les crottes du chevreuil, elles sont toutes petites, à peu près 1,5 cm, et elles sont ovales, légèrement pointues à un bout et arrondies à l'autre. Elles sont noires et luisantes, souvent par petits amas d'une vingtaine de crottes. On peut aussi y distinguer des morceaux de végétaux. C'est un indice de présence courant et facile à repérer. Allez, dernière question sur le chevreuil. Quelle est la vitesse de course maximale du chevreuil? 25 km/h, 50 km/h, 75 km/h ou 100 km/h? Donc les chevreuils peuvent atteindre une vitesse de pointe de 90 à 100 km/h. Leur morphologie elle est totalement adaptée à la course et au bond. Ils ont une musculature très sèche qui est concentrée près du corps avec de longues pattes fines et légères. Leurs deux sabots ils sont serrés et très pointus. C'est idéal pour la course et ça leur permet de faire des bonds jusqu'à 2 mètres de haut. Mais les chevreuils ils sont aussi bons en endurance. Ils peuvent tenir sur une longue distance une vitesse de 40 km/h pour échapper au lynx ou au loup. D'ailleurs, fait intéressant, on a noté que dans les régions où le loup et le lynx étaient présents, les chevreuils étaient plus musclés que dans les régions où ils sont absents. C'est assez incroyable, je trouve. Ça s'explique facilement puisque les chevreuils qui n'ont pas de prédateurs se déplacent moins et ont moins besoin de courir. Mais je trouve ça vraiment intéressant de voir l'impact d'un prédateur sur la morphologie d'un animal. Bon, on est bon avec le chevreuil, passons au blaireau. Ça faisait longtemps, hein? Faut boire. Alors la première question concernant le blaireau, de quelle famille fait-il partie? Des ursidés, des mustélidés, des muridés ou des méphitidés? Alors on l'appelle le petit ours de nos forêts, mais c'est un mustélidé, du latin mustela qui signifie belette. C'est une famille de prédateurs de taille variée, avec un corps allongé et de courtes pattes. La famille des mustélidés, elle comprend 55 espèces, qu'on va passer en revue. Non, je rigole, restez là. Il y a aussi une vingtaine de genres, et on y retrouve la belette, les martres, la loutre ou encore le ratel. Et notre blaireau européen, Mélès, est le deuxième plus gros mustélidé après le glouton. Allez, une question simple, 50-50. Le blaireau est-il une espèce protégée? Oui ou non? En Europe, le blaireau est classé dans l'annexe 3 de la Convention de Berne, qui en fait une espèce
partiellement protégée, ce qui veut dire qu'elle peut faire l'objet d'une exploitation, terme technique, si la densité de la population le permet. Donc il y a des pays qui l'ont strictement protégée. Il est interdit de les déranger, de les toucher, de les déplacer et encore moins de les chasser. Donc on retrouve l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Italie ou encore la Belgique. La Belgique qui d'ailleurs a mis en place énormément de passages à blaireaux. Alors ils appellent ça des écoducs spécialisés, mais finalement c'est juste un tuyau qui passe sous la route, comme une canalisation, et qui permet aux blaireaux de se déplacer et de traverser les routes sans se faire écraser. Comme quoi, quand il y a une volonté politique derrière de sauvegarder une espèce, c'est très facilement faisable. Parce que cette opération, elle a permis de stopper nettement la diminution de la population de blaireaux en Belgique. Un grand merci aux Belges. Par contre, en France, il n'y a rien de tout ça. Il y a 30 000 blaireaux qui meurent chaque année sur les routes de France. Et près de 25 000 qui sont chassés sur la courte période de chasse, dont la moitié par vénerie sous terre. Sur mon blog, vous retrouverez tout un article pour vous expliquer la vénerie sous terre. N'hésitez pas à aller le voir. Je vous mets le lien dans la description et vous pouvez également vous abonner à la newsletter. Bref, quand on sait qu'il y a 300 000 blaireaux en France, entre la chasse et les voitures, ça fait presque 20% de la population qui est tuée chaque année. Où vit le blaireau? Dans des grottes, dans des buissons, dans un terrier ou dans une cabane? Les blaireaux vivent dans des terriers. Donc la taille et la configuration de ces terriers, elle dépend énormément des régions et du type de sol. Donc il y a un point commun à tous les terriers, c'est qu'ils sont faits sur une zone en pente, non inondable, et généralement située dans une zone abritée ou peu fréquentée. Les blaireaux, c'est vraiment les meilleurs terrassiers terrestres. Il peut déplacer jusqu'à 40 tonnes de terre pour créer son terrier. Du coup, on peut le classer comme le castor dans les espèces d'ingénieurs facilitateurs. Le terrier, il est souvent à 3-4 mètres de profondeur, sur une quinzaine de mètres de longueur, avec 4 ou 5 entrées. Par contre, on a déjà retrouvé des terriers très anciens et si vastes qu'ils pouvaient avoir 30 à 40 entrées. La surface occupée par ce terrier, elle avoisine 2000 m². C'est impressionnant. On parle alors de villages, donjons ou de forteresses à blaireaux. Je serais curieux de savoir si on en a déjà vu en France. On a parlé de l'habitation des blaireaux et on peut parler de son alimentation. Que mange le blaireau? Des invertébrés et des insectes, des rongeurs et des amphibiens, des fruits, des glands ou des racines, ou bien un petit mélange de tout ça. Et bien le blaireau, il mange tout ça. Il va totalement adapter son régime alimentaire à la saison, à son environnement et à son accessibilité. Par contre, quand il y a énormément de ressources, il devient très sélectif sur ce qu'il mange. Donc il mange plein d'invertébrés, comme les escargots, les limaces, mais aussi tous les insectes, les coléoptères, les abeilles, les guêpes, les sauterelles, tout y passe. S'il y a un petit champignon, il est jamais contre. Il peut aussi manger des petits rongeurs, des petits lapreaux, des petits oisillons qui seraient tombés au sol ou qui seraient blessés. Au moment du frai, c'est-à-dire de la reproduction, il mange aussi les grenouilles et les crapauds. Il mange aussi du serpent. Il est immunisé contre le venin des vipères en France. Les vers de terre, en hiver, il en mange 100 kilos. Et puis on retrouve aussi tous les petits animaux qu'il va trouver en creusant son terrier. Les campagnols, les taupes. Et ensuite, il y a toute la végétation, les fruits secs, les racines et les tubercules. Le blaireau européen est le mustélidé qui se nourrit le plus de végétation. Avant de passer au roi de nos forêts, je te propose de laisser un petit j'aime sur la vidéo si tu as appris quelque chose. Et si tu n'as rien appris, normalement ça va venir avec la prochaine question, donc n'hésite pas à laisser un petit pouce quand même. Nous voilà avec le dernier animal, le cerf. Mais le cerf, il y en a plein. Quelle est l'espèce présente en France? Le cerf de Thorold, le cerf d'Elde, le cerf du père David ou le cerf élaphe? En France, c'est le cerf élaphe qui est présent. D'ailleurs, c'est un peu bizarre parce que élaphe, ça veut dire cerf en grec. La femelle, elle s'appelle la biche et le petit, le faon. Ensuite, de 6 mois à 1 an, s'il s'agit d'un mâle, on l'appelle le hère. Et on continue d'appeler la femelle un faon jusqu'à ses 1 an. Et de 1 à 2 ans, on appelle le jeune mâle le daguet. On en avait déjà parlé au moment du chevreuil. Donc à ce moment-là, le cerf, il a uniquement 2 grands bois. Et jusqu'à ses 2 ans, la femelle, on l'appellera Bichette. Moi, ma fille, elle a 7 ans, mais je continue de l'appeler Bichette. Donc les autres espèces de cerfs que j'ai citées existent aussi. Le cerf de Thorold, qu'on appelle aussi le cerf au museau blanc, ou Willy, est endémique du Tibet. On retrouve aussi le cerf d'Elde, qui vit lui en Asie du Sud-Est, Thaïlande, Birmanie, Laos, et il vit dans la jungle. Et enfin, le cerf du père David, qui lui vient de Chine et s'appelle Milu, qui malheureusement est éteint à l'état sauvage. On ne le retrouve que en captivité. Et son nom, il vient du père Armand David. C'est un missionnaire lazariste et un naturaliste français qui a œuvré en Chine au 19e siècle et qui est le premier à avoir mentionné l'espèce. Allez, seconde question, comment appelle-t-on les cornes du cerf? Des cornes, des défenses, des bois ou des pics?
On les appelle des boies. Ils commencent à poser à partir de l'âge de 9 mois et ils vont tomber chaque année à la fin de l'hiver chez les vieux cerfs et au début du printemps chez les jeunes. Et ensuite, ils vont repousser tout le long de l'été. On verra souvent un duvet autour de ces bois qui sert à irriguer le sang et à assurer la croissance, un peu comme un placenta. Et fin juillet, les velours tombent, ça donne des photos extrêmement intéressantes. Et pour retirer tout ce velours, le cerf va frayer. Il va les frotter contre les arbres, ce qui va aussi permettre de les aiguiser pour les prochains combats. Et il va manger les lambeaux de peau. Donc on retrouve cette race sur les arbres, mais on ne trouve pas forcément la peau qui y est associée. D'ailleurs, sur les bois d'un cerf, il y a des petites branches. On appelle ça les cors. Attention, le nombre de corps d'un cerf ne définit pas l'âge qu'il a. Elle varie énormément selon les individus et leur état de santé. D'ailleurs, à votre avis, ça pèse combien un cerf mâle adulte? Moins de 120 kg, de 120 à 250 kg, de 250 à 400 kg ou plus de 400 kg? En France, les cerfs mâles pèsent entre 120 et 250 kg, la moyenne étant aux alentours de 150. Ils font une taille entre 130 et 150 cm au garrot, 1m70, 1m80 à peu près au niveau de la tête. Les biches sont beaucoup plus petites, elles pèsent entre 70 et 100 kg. Ils vont ne faire que 1m10, 1m30 au garrot et 1m50 à la hauteur de tête. Par contre, ce poids, il varie énormément. Pendant un hiver rude, un cerf peut perdre 10 à 15% de son poids. Et un mâle, il peut atteindre une perte de poids jusqu'à 20% pendant le brame. Et la femelle, 15% pendant un allaitement. C'est énorme et ça nous montre à quel point il est important de ne pas les déranger. On en reparle lors de la dernière question. On a parlé un peu de la description du cerf, mais un cerf, où est-ce que ça vit? En plaine, en montagne, en forêt ou sur la côte? Alors à la base, le cerf, c'est un animal diurne qui vit en plaine. Ça, c'était il y a très très longtemps, parce que le cerf est chassé depuis des centaines, voire des milliers d'années, et il a adapté son mode de vie à cette pression. Il est devenu crépusculaire, à tendance nocturne, et il est devenu également forestier, pour pouvoir mieux se cacher. Surtout que les cerfs, ils vivent en harde. Ça vient du vieux français, herda, qui signifie troupeau, et ça désigne un troupeau d'individus à l'état sauvage. Une harde de femelles, elle a un nombre d'individus extrêmement variable, de 5-6 jusqu'à 30 voire 40 en hiver dans les forêts très peuplées. Elle est souvent constituée d'un trio familial avec la biche, son fan de l'année et celui de l'année précédente. Elle peut aussi comprendre de jeunes cerfs qui ont 1 ou 2 ans maximum. Et on ne peut pas parler du cerf sans évoquer le brame du cerf. Mais le brame du cerf, c'est quoi? C'est le cri? C'est la famille? C'est les poils? Ou c'est son squelette? Donc le brame, c'est le cri que poussent les mâles pour attirer les femelles pendant la saison des amours. Ça peut aussi être un cri d'intimidation destiné aux autres mâles dans les parages. Et pendant la période du rut, on l'entend énormément en forêt. Ça commence généralement au milieu du mois de septembre jusqu'à début octobre. Mais vu que la biche, elle va avoir une fertilité extrêmement brève, une seule journée, les mâles ils disposent que de très peu de temps pour les féconder. Donc à cette occasion, les cerfs, ils n'hésitent pas à sortir de leur forêt et à se mettre à découvert dans des zones totalement dégagées. C'est pour ça que pendant ces périodes-là, on peut facilement les observer. Et ça, dès le crépuscule jusqu'à la tombée de la nuit ou alors au moment où le soleil se lève. Mais attention, il ne faut surtout pas les déranger. Comme je vous ai dit, un cerf mâle va perdre 20% de son poids durant cette période. Les femelles ne vont être fécondes qu'une seule journée. Il faut vraiment ne pas interférer. Quand on s'intéresse aux animaux, c'est extrêmement important de respecter une éthique. Personnellement, je me base sur l'éthique de la photo animalière. Je vous en parle juste là. J'espère que ce quiz vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses. N'oubliez pas de vous abonner. Prenez soin de vous et de la nature.